où on se sent plus sûr de soi, mais où paf, une petite phrase nous trahit un peu. Ça montre qu'on n'est pas encore tout à fait natif. Oui, c'est une étape intéressante. On a regardé pas mal de guides, de discussions en ligne sur les erreurs, disons, typiques. L'idée, c'est de voir pourquoi certaines phrases, même si elles sont correctes grammaticalement, elles sonnent un peu bizarres pour un francophone. Souvent, c'est une histoire de traduction trop directe. Exactement. Et comment faire pour que ça sonne plus authentique? C'est ça. On va viser le naturel. Alors commençons peut-être par les grands classiques, les faux amis, les connotations. J'ai en tête l'exemple « Je suis très excitée de te voir ». Ça, on l'entend. Ah oui, celui-là, effectivement, excité en français, ça a une connotation souvent plus forte qu'en anglais. Ça peut vite basculer vers l'agitation, voire autre chose. C'est ça, ça peut être un peu gênant. Donc pour exprimer l'enthousiasme, on dirait plutôt j'ai hâte de te voir ou je suis super contente de te voir, quelque chose comme ça. D'accord. Et dans le même genre, je suis chaud pour. Alors là, c'est un peu pareil. C'est très familier pour dire motivé, partant, mais le double sens existe aussi. Prudence alors. Oui. Vaut mieux dire je suis partant pour ou ça me dit bien, j'ai envie de, c'est plus sûr. C'est noté. Et un autre qui revient tout le temps. Je suis confuse. Ah oui, classique aussi. On pense traduire I am confused, l'idée de ne pas comprendre. Mais en français, ça veut dire autre chose. Exactement. Être confus, c'est plutôt être embarrassé, désolé, ou alors qu'une explication n'est pas claire. Donc si on ne comprend pas, on dit Tout simplement, je ne comprends pas, je suis perdu, ou pourriez-vous répéter, ou c'est pas très clair pour moi. logique. Ça m'amène à un autre point, les calques. Ces phrases qui sentent la traduction directe. Par exemple, je suis intéressée par apprendre le français. Oui, très bon exemple. C'est la structure anglaise interested in doing something qui est copiée. Et en français, ça coince un peu. Ça coince parce qu'après intéressé par, il faut un nom. Donc la forme correcte serait je suis intéressé par l'apprentissage du français. Ou alors, on peut tourner ça autrement. Oui, et c'est souvent plus fluide. On peut dire apprendre le français m'intéresse ou j'aimerais apprendre le français, j'ai envie d'apprendre. C'est plus léger, c'est vrai. Et je suis en train de penser de. Ça aussi, ça sonne très anglais. Encore un calque de I'm thinking of. La structure française, c'est penser à quelque chose, ou penser à faire quelque chose, ou réfléchir à. Donc, je pense à partir en vacances. Voilà. Ou je réfléchis à changer de travail. Parfait. Et le fameux pratiquer mon français. Tout le monde dit ça. Oui, l'intention est comprise, hein, pas de souci. Mais le verbe pratiquer tout seul comme ça, c'est un peu abrupt. Qu'est-ce qu'on dirait de plus naturel alors? On dirait plutôt je veux m'exercer en français, je cherche à améliorer mon français, ou juste je voudrais parler français avec vous. Ça, c'est parfait. D'accord. Passons à la grammaire, si tu veux bien. Des points un peu plus fins, mais qui trahissent vite. Les articles. Je mange pain. J'aime musique. Les articles, fondamentaux en français, on les met partout. Pour une quantité qu'on ne compte pas, c'est le partitif. Je mange du pain. Je bois de l'eau. Exactement. Et pour un goût général, une catégorie, c'est l'article défini. J'aime la musique, j'adore le cinéma. C'est un réflexe à prendre. Oui, ça vient beaucoup avec l'écoute, avec l'immersion. Et les prépositions? Le cauchemar. On entend des choses comme dans la France ou à maison. Ben oui, c'est un domaine délicat. Beaucoup de cas particuliers. Pour les pays féminins, c'est en France. Masculin commençant par une consonne O, au Portugal. Pluriel O, aux États-Unis. Et pour chez soi? C'est à la maison ou, très courant, chez moi, chez toi, etc. Et il y a aussi la différence entre depuis et pendant. Très important, oui. Puis, ça indique un point de départ dans le passé et ça continue. J'habite ici depuis 2020. Pendant, c'est pour une durée limitée, terminée. J'ai lu pendant 2 heures hier. Faut bien faire la différence. Et on ne peut pas passer à côté de l'accord du participe passé. Ah, le voilà, le fameux. Les fleurs que j'ai achetées. Ça pique un peu, non? Ça pique un peu, oui. C'est complexe, même pour nous, les natifs, on hésite parfois, hein. La règle de base avec avoir, on accorde avec le COD, le complément d'objet direct, seulement s'il est placé avant le verbe. Donc, les fleurs que j'ai achetées, parce que qui remplace les fleurs, est avant est acheté. C'est exactement ça.
Il faut identifier ce que, voir ce qu'il remplace et où il est placé. Une petite gymnastique, d'accord. Mais au fond, pourquoi ces erreurs, même les plus simples comme les articles, persistent parfois même quand on a un bon niveau? La raison principale, c'est souvent l'interférence de la langue maternelle. Notre cerveau, il applique les schémas qu'il connaît. C'est normal. Et ces petites erreurs, bon, ça n'empêche pas de communiquer, mais... Non, ça ne bloque pas forcément, mais ça peut rendre le discours moins fluide, moins naturel, quoi. Alors les conseils pour polir un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient des sources? Beaucoup d'écoute, écouter vraiment comment les gens parlent, noter les tournures qui nous plaisent, ne pas avoir peur de parler, même si on fait des fautes, Et accepter la correction, c'est important aussi. essentiel. Et apprendre des phrases complètes, en contexte, plutôt que des mots isolés. Ça aide énormément. Et il y a aussi la question du registre. Ah oui, le tutoiement, le vouvoiement, le langage familier au mauvais moment. C'est ça. Savoir s'adapter à la situation, à la personne. Utiliser un langage trop cool dans un contexte formel ou être trop rigide avec des amis. Ça demande de l'observation. De l'observation, de l'expérience. Dans le doute, surtout au début, ou si on ne connaît pas bien, le vous et un registre neutre, c'est toujours plus prudent et poli. En résumé, travailler sur ces petites erreurs fréquentes, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour que notre français sonne plus vrai, plus naturel. C'est tout à fait l'idée. La communication passe avant tout, bien sûr. Mais peaufiner ces détails, ça apporte une autre dimension, une certaine aisance. Ça demande de la curiosité, de l'écoute. De la pratique, oui. Et accepter de se tromper pour progresser. Et pour finir, peut-être une question un peu plus large. Finalement, c'est quoi parler comme un natif? Est-ce que c'est juste ne plus faire ces petites fautes techniques? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Une aisance qui va au-delà de la grammaire, qui intègre aussi les non-dits, les références culturelles cachées dans la langue. Intéressant. Une question à méditer.